Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, un phare cosmique qui a guidé les marins, inspiré les poètes et fasciné les civilisations pendant des millénaires. Mais si nous vous disions que cette perle étincelante cache un secret terrifiant, que dans quelques centaines de millions d'années, elle pourrait devenir l'une des explosions les plus destructrices jamais observées dans notre voisinage galactique, un événement si violent qu'il pourrait menacer la vie même sur Terre. Sirius n'est pas ce qu'elle semble être. Derrière son éclat éblouissant se cache un système binaire, une danse cosmique entre deux étoiles au destin radicalement différent. L'une brûle encore son combustible nucléaire, tandis que l'autre est déjà morte, transformée en une bombe à retardement stellaire. Et ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c'est la proximité. Sirius se trouve à seulement 8,6 années-lumière de nous. Dans l'immensité du cosmos, c'est comme avoir un voisin juste à côté de chez vous. Un voisin qui pourrait un jour exploser. Avant de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur j'aime pour ne manquer aucune de nos révélations cosmiques, laissez-nous vous expliquer pourquoi les scientifiques commencent à regarder Sirius avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Car ce que nous avons découvert pourrait réécrire notre compréhension du danger cosmique qui nous entoure. Imaginez le ciel d'hiver, levez les yeux au-dessus de l'horizon sud et cherchez la constellation d'Orion avec sa ceinture caractéristique de 3 étoiles alignées. Prolongez cette ligne vers le bas et à gauche et vous tomberez sur elle, impossible à manquer. Sirius brille avec une intensité qui défie l'imagination, presque 2 fois plus lumineuse que Canopus, sa plus proche rivale dans la hiérarchie stellaire. Avec une magnitude apparente de moins 1,46, elle surpasse toutes les autres étoiles fixes du firmament. Seules quelques planètes, la Lune et le Soleil, osent rivaliser avec son éclat. Cette brillance extraordinaire n'est pas le fruit du hasard. Sirius doit sa splendeur à 2 facteurs primordiaux. D'abord, sa luminosité intrinsèque. Cette étoile rayonne avec une puissance équivalente à 25 fois celle de notre Soleil. Sa surface, chauffée à près de 10 000 Kelvin, émet une lumière d'un blanc bleuté particulièrement intense. Mais ce qui rend Sirius vraiment exceptionnel, c'est sa proximité. À 8,6 années-lumière, elle fait partie des étoiles les plus proches de notre système solaire. La 5e système stellaire le plus proche, pour être précis. Cette combinaison de puissance et de proximité crée un spectacle céleste sans égal. Les civilisations anciennes ne pouvaient ignorer une telle présence. Dans l'Égypte antique, l'apparition de Sirius juste avant l'aube marquait un événement crucial. Le lever héliaque de l'étoile coïncidait avec les crues bienfaisantes du Nil. Les Égyptiens la vénéraient sous le nom de Sobdet, l'associant à la déesse Isis. Pour eux, le retour de Sirius dans le ciel matinal annonçait la nouvelle année et la promesse de récoltes abondantes. Les Grecs la connaissaient sous le nom de Sérios, qui signifie ardente ou brûlante. Ils l'associaient aux chaleurs accablantes de l'été, ces fameuses canicules qui portent encore aujourd'hui le nom de jour du chien, en référence à la constellation du Grand Chien où trône Sirius. Les Polynésiens utilisaient son lever pour naviguer à travers les vastes étendues du Pacifique, tandis que les Romains craignaient son influence supposée sur le comportement des chiens, qu'ils croyaient plus agressifs pendant cette période. Mais derrière toute cette beauté apparente se cache une réalité bien plus complexe et potentiellement dangereuse, car Sirius n'est pas une étoile solitaire, c'est un système double, un couple stellaire lié par la gravité, dansant l'un autour de l'autre dans un ballet cosmique qui dure depuis des centaines de millions d'années. Et c'est précisément cette dualité qui transforme ce joyau du ciel en une menace potentielle pour notre planète. L'histoire de cette découverte est fascinante. Au XIXe siècle, les astronomes remarquèrent quelque chose d'étrange dans le mouvement de Sirius. L'étoile ne se déplaçait pas en ligne droite à travers le ciel, comme on aurait pu s'y attendre. Elle vacillait, oscillait légèrement, comme si quelque chose d'invisible la tirait d'un côté, puis de l'autre. En 1844, l'astronome allemand Friedrich Wilhelm Bessel analysa ces perturbations et arriva à une conclusion audacieuse. Sirius devait avoir un compagnon invisible, un objet massif, mais trop faible pour être détecté avec les télescopes de l'époque. Il fallut attendre 18 ans pour que la prédiction de Bessel soit confirmée. En janvier 1862, l'opticien américain Alvan Graham Clark testait une nouvelle lentille de télescope quand il aperçut un minuscule point lumineux près de Sirius. C'était la compagne cachée, Sirius B, que nous appelons aussi affectueusement le Chiot. Cette découverte marqua un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Pour la première fois, l'humanité avait détecté un type d'étoile jusqu'alors inconnu, une naine blanche, le cadavre compact d'une étoile morte. Sirius A, l'étoile que nous voyons briller dans le ciel, est une étoile de type A, environ 2 fois plus massive que notre Soleil et presque 2 fois plus grande. Elle se trouve encore dans la phase principale de sa vie,
fusionnant tranquillement l'hydrogène en hélium dans son cœur. Avec une température de surface avoisinant les 10 000 Kelvin, elle émet une lumière blanche tirant sur le bleu. Son âge est estimé entre 200 et 300 millions d'années, ce qui en fait une étoile relativement jeune selon les standards cosmiques. À ce rythme, Sirius A continuera à briller de manière stable pendant encore environ 500 millions d'années avant d'épuiser son hydrogène central. Sirius B, en revanche, raconte une histoire bien différente. Cette petite étoile, à peine plus grande que la Terre mais avec une masse comparable à celle du Soleil, représente l'avenir de Sirius A et potentiellement notre cauchemar. Imaginez comprimer toute la masse de notre Soleil dans une sphère de la taille de notre planète. C'est ce qu'est Sirius B. Sa densité est si extrême qu'une cuillère à café de sa matière pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Cette compression inimaginable est le résultat d'un processus violent, la mort d'une étoile beaucoup plus massive que Sirius A. Il y a environ 120 millions d'années, Sirius B était l'étoile dominante du système. Avec une masse initiale estimée à 5 fois celle du Soleil, elle brillait avec une intensité éblouissante, peut-être 600 à 1200 fois plus lumineuse que notre étoile. Mais les étoiles massives vivent vite et meurent jeunes. En seulement 100 millions d'années, Sirius B consuma tout son hydrogène, puis son hélium, fusionnant des éléments de plus en plus lourds jusqu'au carbone et à l'oxygène. Puis, ayant épuisé son combustible, elle enfla en une géante rouge monstrueuse. Pendant cette phase de géante rouge, Sirius B perdit l'essentiel de sa masse. Les vents stellaires arrachèrent ses couches extérieures, répandant dans l'espace environ 4/5 de sa substance. Ce qui restait, le noyau dense de carbone et d'oxygène, s'effondra sur lui-même jusqu'à ce qu'une nouvelle force intervienne pour arrêter l'effondrement. Cette force, c'est la pression de dégénérescence des électrons, un phénomène quantique qui empêche les particules de se rapprocher davantage. Le résultat, c'est Sirius B, une naine blanche qui rayonne encore d'une chaleur résiduelle à 25 000 Kelvin, mais qui n'a plus aucune réaction nucléaire en son sein. Les deux étoiles orbitent autour de leur centre de masse commun avec une période de 50 ans. Leur distance varie entre 8,2 et 31,5 unités astronomiques, soit entre la distance Soleil-Saturne et la distance Soleil-Neptune. Actuellement, elles sont dans la partie la plus éloignée de leur orbite, ce qui facilite leur observation séparée. En 2023, elles ont atteint leur séparation angulaire maximale de 11,3 secondes d'arc vue de la Terre. Pour un observateur terrestre équipé d'un télescope d'au moins 300 mm de diamètre et par des conditions atmosphériques excellentes, il devient possible de distinguer le faible point de Sirius B à côté de l'éclat aveuglant de Sirius A. C'est un défi d'observation car Sirius B est 10 000 fois moins lumineuse que sa compagne brillante. Mais pourquoi cette petite naine blanche représente-t-elle une menace ? La réponse réside dans un phénomène astrophysique parmi les plus violents de l'univers, la supernova de type 1. Les naines blanches ont une limite de masse critique, découverte par l'astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar dans les années 30. Cette limite, fixée à environ 1,44 fois la masse du Soleil, représente le point de non-retour. Une naine blanche plus légère que cette limite peut rester stable indéfiniment, maintenue par la pression de dégénérescence des électrons. Mais si elle dépasse cette masse critique, la pression quantique ne peut plus résister à la gravité. L'étoile s'effondre violemment. Pour une naine blanche composée de carbone et d'oxygène, comme Sirius B, cet effondrement déclenche une réaction de fusion thermonucléaire explosive qui consume l'étoile entière en quelques secondes. Imaginez la situation comme une pile de matière déjà comprimée au-delà de toute limite. Ajoutez un peu plus de masse, et soudain, la température et la pression au cœur atteignent le point où le carbone commence à fusionner. Mais contrairement à une étoile normale, où la fusion génère une pression qui fait gonfler l'étoile et ralentit la réaction, une naine blanche est déjà à sa densité maximale. La fusion s'accélère de manière incontrôlable. En une fraction de seconde, une flamme thermonucléaire parcourt toute l'étoile à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Le carbone et l'oxygène fusionnent en éléments plus lourds, silicium, soufre, fer, nickel, libérant une quantité d'énergie colossale. L'étoile entière se désintègre dans une explosion capable de briller plus fort qu'une galaxie entière pendant plusieurs semaines. L'énergie libérée est presque incompréhensible. En quelques secondes, une supernova de type 1 produit autant d'énergie que notre Soleil en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. La matière éjectée voyage à des vitesses vertigineuses, entre 5000 et 20 000 km par seconde, soit jusqu'à 6% de la vitesse de la lumière. Cette onde de choc titanesque emporte avec elle les restes de l'étoile et crée une bulle en expansion
qui peut mesurer des années-lumière de diamètre. Mais voici ce qui rend la situation avec Sirius B particulièrement préoccupante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'une naine blanche n'a pas besoin d'atteindre la limite de Chandrasekhar pour exploser. Un mécanisme appelé double détonation peut déclencher une supernova bien avant. Si une fine couche d'hélium s'accumule à la surface de la naine blanche, elle peut exploser indépendamment sous sa propre pression. Cette première détonation crée une onde de choc qui se propage vers le cœur. Quand elle atteint le centre, elle comprime le carbone et l'oxygène de manière si brutale qu'une seconde détonation, encore plus puissante, consume le reste de l'étoile. Ce scénario de double détonation a été confirmé en 2025 par des observations du résidu de supernova SNR 0509-67.5 dans le Grand Nuage de Magellan. Les astronomes ont détecté 2 couches distinctes de calcium séparées par du soufre et du silicium, exactement la signature attendue d'une explosion en 2 temps. Actuellement, Sirius B pèse environ 1,02 masses solaires. Elle a donc besoin d'accumuler encore environ 0,42 masses solaires pour atteindre la limite fatidique de Chandrasekhar. Mais d'où pourrait provenir cette masse supplémentaire ? La réponse se trouve juste à côté d'elle, dans l'étoile brillante que nous admirons chaque hiver. Sirius A ne restera pas éternellement dans son état actuel. Toutes les étoiles ont un destin dicté par leur masse initiale. Pour Sirius A, avec ses 2 masses solaires, l'avenir est tracé. Dans environ 500 à 700 millions d'années, peut-être même plus tôt selon certains modèles récents, l'hydrogène au cœur de l'étoile sera épuisé. Quand cela arrivera, le cœur se contractera et chauffera, tandis que les couches externes de l'étoile commenceront à enfler. Sirius A se transformera en une géante rouge. Ce processus d'expansion sera spectaculaire. L'étoile, qui mesure actuellement environ 1,7 fois le rayon du Soleil, pourrait gonfler jusqu'à atteindre 100 fois cette taille, voire plus. Son rayon pourrait s'étendre sur des dizaines, peut-être même une centaine de millions de kilomètres. À ce stade, ces couches externes seront extrêmement ténues, à peine plus denses qu'un bon vide de laboratoire terrestre. Ces gaz brûlants s'échapperont lentement de l'étoile dans ce qu'on appelle un vent stellaire, et c'est là que le danger commence à se matérialiser. Pendant sa phase de géante rouge, Sirius A perdra une fraction considérable de sa masse. Les modèles théoriques suggèrent qu'une étoile de ce type peut perdre jusqu'à 70 à 80% de sa masse totale avant de se transformer finalement en naine blanche. Pour Sirius A, cela représente environ 1,4 à 1,6 masses solaires dispersées dans l'espace environnant. Et Sirius B se trouve juste là, prête à capter une partie de cette manne stellaire. Le transfert de masse dans un système binaire obéit à des lois physiques bien établies. Chaque étoile possède une région d'influence gravitationnelle appelée lobe de Roche, du nom du mathématicien français Édouard Roche qui l'a décrite au XIXe siècle. Imaginez 2 bulles gravitationnelles qui se touchent en un point. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la bulle de Sirius A est gravitationnellement lié à Sirius A. Tout ce qui est dans la bulle de Sirius B appartient à Sirius B. Mais au point de contact, appelé point de Lagrange L1, la situation devient ambiguë. La matière qui atteint ce point peut basculer d'une étoile à l'autre. Quand Sirius A gonflera en géante rouge, son enveloppe externe finira par remplir son lobe de Roche. À ce moment-là, les gaz de l'étoile commenceront à s'écouler par le point L1 vers Sirius B, comme l'eau qui s'écoule par le trou d'un sablier. Mais la matière ne tombera pas directement sur la naine blanche. En raison de la rotation du système binaire, elle formera un disque d'accrétion, un tourbillon de gaz spiralant lentement vers la surface compacte de Sirius B. Les taux de transfert de masse peuvent varier énormément selon les conditions. Dans certains systèmes binaires similaires, les scientifiques ont observé des taux allant de quelques millionièmes de masse solaire par an jusqu'à des centièmes de masse solaire par an dans les cas les plus extrêmes. Pour Sirius, les estimations sont incertaines, mais même un taux de transfert modéré pourrait permettre à Sirius B d'accumuler la masse manquante en quelques dizaines de milliers d'années seulement, un battement de cils à l'échelle cosmique. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement quand Sirius A atteindra la phase de géante rouge. Les modèles d'évolution stellaire contiennent des incertitudes. L'âge précis de Sirius A n'est pas connu avec exactitude. Il pourrait avoir entre 200 et 300 millions d'années. Sa composition chimique, notamment sa teneur en éléments lourds, affecte également la vitesse à laquelle elle évoluera. Certains astronomes pensent que Sirius A pourrait commencer sa transformation en géante rouge dans 500 millions d'années. D'autres suggèrent que cela pourrait prendre jusqu'à 1 milliard d'années. Mais voici ce qui rend la situation encore plus incertaine et potentiellement plus inquiétante. Récemment, des études ont montré que les étoiles de type A peuvent évoluer plus rapidement que prévu si elles contiennent des quantités élevées d'éléments lourds. Or, Sirius A
présente justement des abondances anormalement élevées en fer et autres métaux dans son atmosphère. D'où viennent ces métaux ? Probablement de Sirius B elle-même. Quand Sirius B était une géante rouge, elle a pu contaminer sa compagne avec les produits de la nucléosynthèse, enrichissant l'atmosphère de Sirius A en éléments lourds. Cette pollution métallique pourrait accélérer l'évolution de Sirius A, réduisant potentiellement de plusieurs centaines de millions d'années le temps qu'il lui reste avant de devenir une géante rouge. Le scénario d'explosion lui-même soulève de nombreuses questions. Une fois que le transfert de masse commence, combien de temps faudra-t-il à Sirius B pour accumuler suffisamment de matière ? La réponse dépend crucialement de l'efficacité du processus. Si la matière tombant sur la naine blanche s'enflamme périodiquement en novae, de petites explosions thermonucléaires à la surface qui éjectent une partie de la masse accumulée, alors l'accumulation nette pourrait être beaucoup plus lente. Sirius B pourrait même perdre de la masse au lieu d'en gagner. Mais si la matière s'accumule de manière stable, formant une couche de plus en plus épaisse d'hydrogène puis d'hélium, alors le compte à rebours à la catastrophe pourrait être beaucoup plus court que prévu. Il existe aussi la possibilité d'un scénario alternatif, encore plus rapide. Si le transfert de masse devient instable, si Sirius A perd sa matière trop rapidement, les deux étoiles pourraient entrer dans ce qu'on appelle une phase d'enveloppe commune. Dans ce cas, le noyau de Sirius A et Sirius B seraient tous deux immergés dans l'enveloppe gazeuse étendue de la géante. Le frottement sur le gaz environnant ferait rapidement spiraler les deux objets l'un vers l'autre. En quelques milliers d'années seulement, ils pourraient se rapprocher suffisamment pour que la matière de l'enveloppe de Sirius A tombe massivement sur Sirius B. Si ce scénario se produit, l'explosion pourrait survenir de manière presque immédiate à l'échelle cosmique. Ajoutons à cela une complication supplémentaire découverte récemment. En 2025, des astronomes travaillant avec le Very Large Telescope au Chili ont confirmé qu'environ 15% des supernovae de type 1A résultent de la fusion de deux naines blanches plutôt que de l'accrétion sur une seule. Bien que Sirius A ne soit pas encore une naine blanche, dans un avenir plus lointain, si elle survit à sa phase de géante rouge et devient elle aussi une naine blanche, le système Sirius pourrait alors contenir deux naines blanches. Si jamais elle fusionnait, l'explosion résultante serait garantie. Tous ces scénarios convergent vers une conclusion inévitable. À un moment donné dans le futur, probablement entre 500 millions et 2 milliards d'années, mais peut-être plus tôt, Sirius B a de bonnes chances d'exploser en supernova. Et quand cela arrivera, les conséquences pour la Terre pourraient être dévastatrices. Alors, que se passerait-il exactement si Sirius B explosait aujourd'hui ? Pour comprendre la menace, nous devons d'abord saisir l'ampleur de la destruction qu'une supernova peut infliger. L'arme principale d'une supernova n'est pas l'onde de choc physique, même si celle-ci est terrifiante. Non, le vrai danger vient des radiations. Quand une naine blanche explose, elle libère un déluge de rayonnements de toutes sortes. Des rayons gamma, les photons les plus énergétiques de l'univers, capables de traverser la matière comme si elle n'existait pas. Des rayons X, qui pénètrent profondément dans toute substance. Et un flux massif de rayons cosmiques, des particules subatomiques accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière. Les rayons gamma représentent le premier assaut. Ils voyagent à la vitesse de la lumière, donc ils atteindraient la Terre exactement 8,6 ans après l'explosion, le temps que met la lumière pour parcourir cette distance. Imaginez la scène. Un soir d'hiver, alors que vous admirez Sirius dans le ciel, l'étoile commencerait soudainement à s'illuminer. En quelques heures, elle deviendrait plus brillante que Vénus, puis rivaliserait avec la Lune en quartier, et finalement pourrait atteindre une luminosité comparable à celle de la pleine lune. Pendant plusieurs semaines, vous pourriez lire un livre à minuit uniquement grâce à la lumière de cette nouvelle supernova. Le spectacle serait absolument magnifique, un événement céleste visible même en plein jour. Mais derrière cette beauté se cacherait un danger mortel, invisible. Les rayons gamma, frappant l'atmosphère terrestre, déclencheraient une cascade de réactions chimiques. Ils ne traverseraient pas directement jusqu'à la surface. Notre atmosphère agit comme un bouclier efficace contre ce type de rayonnement. Mais en interagissant avec les molécules d'air, il créerait des problèmes d'un genre différent. L'azote et l'oxygène de notre atmosphère, exposés à ce déluge de photons énergétiques, subiraient ce qu'on appelle la radiolyse. Leur liaison moléculaire se briserait. Les atomes libérés se recombineraient ensuite en oxyde d'azote, des composés chimiques qui ont une propriété particulièrement néfaste. Ils détruisent l'ozone. La couche d'ozone, cette mince pellicule de molécules à 3 atomes d'oxygène située entre 15 et 35 km d'altitude, est notre bouclier contre les ultraviolets solaires. Sans elle, le rayonnement UV du Soleil atteindrait la surface avec une intensité dévastatrice. Les calculs des astrophysiciens sont effrayants.
Une supernova située à seulement 26 années-lumière de la Terre détruirait plus de la moitié de notre couche d'ozone. À la distance de Sirius, 8,6 années-lumière, l'effet serait encore plus dramatique. Certains modèles suggèrent que jusqu'à 80% de l'ozone atmosphérique pourrait être oblitéré, et dans les régions polaires, la destruction pourrait atteindre 87%. Les conséquences d'une telle déplétion de l'ozone seraient catastrophiques pour la vie terrestre. Pendant des années, peut-être des décennies, le rayonnement ultraviolet du Soleil bombarderait la surface de la Terre sans filtre efficace. Les organismes vivants, en particulier ceux qui ne peuvent pas se protéger, seraient les premières victimes. Le phytoplancton océanique, ces minuscules algues microscopiques qui dérivent à la surface des mers, serait décimé. Or, le phytoplancton produit environ la moitié de l'oxygène que nous respirons et constitue la base de la chaîne alimentaire marine. Sa destruction entraînerait un effondrement en cascade de tout l'écosystème océanique. Les récifs coralliens, déjà stressés par le réchauffement climatique et l'acidification des océans, ne survivraient probablement pas à une exposition prolongée aux UV. Ces structures biologiques, qui abritent environ un quart de toutes les espèces marines connues, mourraient, transformant les eaux tropicales en déserts sous-marins. Sur Terre, les plantes subiraient également des dommages considérables. Les cultures agricoles verraient leur rendement s'effondrer. Les forêts, en particulier dans les régions tropicales où les arbres ne sont pas habitués aux variations saisonnières intenses, connaîtraient des taux de mortalité élevés. Pour les animaux, y compris les humains, l'augmentation des UV provoquerait une explosion des cancers de la peau et des cataractes. Les systèmes immunitaires seraient affaiblis. Mais le vrai problème ne serait pas tant les effets directs sur nous que l'effondrement des écosystèmes dont nous dépendons. Une rupture de la chaîne alimentaire, une destruction de la biodiversité, une perturbation massive des cycles biogéochimiques de la planète. Tout cela pourrait mener, sinon à une extinction de masse totale, du moins à un bouleversement majeur de la biosphère. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les rayons gamma ne sont que le premier acte. Le second acte, celui qui pourrait être encore plus dangereux à long terme, concerne les rayons cosmiques. Contrairement aux rayons gamma, qui arrivent dans un déluge initial de quelques semaines ou mois, les rayons cosmiques continueraient à bombarder la Terre pendant des siècles, voire des millénaires. Ces particules chargées, principalement des protons et des noyaux atomiques plus lourds, sont déviées par les champs magnétiques interstellaires et mettent donc beaucoup plus de temps à nous atteindre. Des études récentes ont montré que l'impact des rayons cosmiques pourrait être plus subtil, mais tout aussi dévastateur que celui des rayons gamma. En pénétrant dans l'atmosphère, ces particules créent des cascades de particules secondaires. Parmi celles-ci, les muons, des cousins lourds de l'électron, peuvent pénétrer profondément dans l'eau. Des recherches menées en 2019 ont suggéré qu'une supernova survenue il y a environ 2,6 millions d'années, probablement à une distance comprise entre 50 et 100 années-lumière, pourrait avoir contribué à une vague d'extinction dans les océans au début du Pléistocène. Les animaux vivant dans les couches superficielles des mers auraient été particulièrement affectés par l'augmentation du flux de muons, tandis que les créatures des profondeurs auraient été relativement épargnées. Cette supernova du Pléistocène nous offre un aperçu inquiétant de ce qui pourrait se produire avec Sirius. Les preuves géologiques de cet événement ancien sont fascinantes. Des scientifiques ont trouvé des dépôts de fer 60 dans les sédiments océaniques et même dans les glaces de l'Antarctique datant de cette période. Le fer 60 est un isotope radioactif avec une demi-vie de 2,6 millions d'années. Il n'est pas produit naturellement sur Terre, il ne peut provenir que des étoiles, et en particulier des supernovae. Sa présence dans nos archives géologiques est la signature indubitable d'une supernova relativement proche. Les changements climatiques associés à cette période renforcent encore l'hypothèse d'un lien causal. Le début du Pléistocène marque une transition vers un climat plus froid, avec l'établissement de cycles glaciaires qui ont caractérisé les 2 derniers millions d'années. Certains chercheurs pensent que l'augmentation des rayons cosmiques provenant de la supernova aurait pu jouer un rôle dans ce refroidissement. Les rayons cosmiques affectent la formation des nuages dans l'atmosphère en créant des ions qui servent de noyaux de condensation. Plus de rayons cosmiques signifie potentiellement plus de nuages, ce qui augmente l'albédo de la Terre et refroidit le climat. Mais revenons à Sirius. À seulement 8,6 années-lumière, elle se trouve bien à l'intérieur de ce que les scientifiques appellent la zone de danger des supernovae. Les estimations de cette zone varient selon les études. Historiquement, on pensait qu'une supernova devait se trouver à moins de 25 années-lumière pour causer des dommages significatifs. Puis, des études plus récentes ont porté cette limite à 50 années-lumière. En 2023, une recherche utilisant des modèles atmosphériques sophistiqués a suggéré que le seuil pourrait être encore plus élevé, jusqu'à 160 années-lumière pour les effets les plus subtils mais mesurables.
Sirius se trouve donc largement à l'intérieur même des estimations les plus conservatrices. À cette distance, une supernova ne causerait probablement pas l'extinction totale de l'humanité. Nous survivrions en tant qu'espèce. Mais les dommages à notre civilisation et à nos écosystèmes seraient profonds. Pensez-y. L'agriculture mondiale perturbée pendant des décennies. Les pêcheries océaniques effondrées. Des millions, peut-être des milliards de personnes confrontées à la famine. Des migrations massives loin des régions les plus touchées. Des conflits pour les ressources restantes. Et tout cela, en plus des défis auxquels l'humanité sera déjà confrontée dans 500 millions d'années. Des défis que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Heureusement, ou malheureusement selon la perspective, nous avons des précédents historiques pour nous guider. L'histoire de notre galaxie est ponctuée d'explosions de supernovae. Certaines ont été suffisamment proches et récentes pour que nous en ayons des traces écrites. En 1006, une supernova apparut dans la constellation du Loup. Les observateurs chinois, japonais, égyptiens, irakiens et européens la remarquèrent et la consignèrent dans leurs annales. Cette supernova, connue aujourd'hui sous le nom de SN 1006, atteignit une magnitude apparente estimée à moins 7,5, la rendant visible en plein jour et assez lumineuse pour lire la nuit. Elle restait visible à l'œil nu pendant au moins 3 ans. Le résidu de SN 1006 se trouve à environ 7200 années-lumière de nous. À cette distance, elle ne représentait aucun danger pour la vie terrestre, mais elle offrit un spectacle céleste sans pareil. Imaginez maintenant la même chose, mais avec Sirius, 1000 fois plus proche. L'explosion serait tellement brillante qu'elle dominerait le ciel nocturne pendant des mois, peut-être même rivalisant brièvement avec le Soleil, pendant quelques heures ou jours, au pic de luminosité. En 1054, une autre supernova illumina le ciel, cette fois dans la constellation du Taureau. Les astronomes chinois et arabes l'enregistrèrent avec un grand luxe de détails. Elle fut visible en plein jour, pendant 23 jours, et observable la nuit, pendant presque 2 ans. Aujourd'hui, nous connaissons les restes de cette explosion sous le nom de nébuleuse du Crabe, un des objets les plus étudiés du ciel. Au centre de cette nébuleuse se trouve un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide qui émet des faisceaux de radiation comme un phare cosmique. La nébuleuse du Crabe se trouve à environ 6500 années-lumière de la Terre. Plus récemment, en 1572, l'astronome danois Tycho Brahe observa une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée. Cette supernova, maintenant appelée supernova de Tycho, fut l'une des plus brillantes jamais enregistrées, atteignant une magnitude de -4, comparable à Vénus à son maximum. Elle bouleversa la cosmologie de l'époque, car elle défiait le dogme aristotélicien selon lequel le ciel était immuable. 32 ans plus tard, en 1604, Johannes Kepler observa la dernière supernova confirmée dans notre galaxie. La supernova de Kepler, dans la constellation d'Ophiuchus, fut elle aussi visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Depuis lors, aucune supernova n'a été observée à l'œil nu dans la Voie lactée, bien que les astronomes estiment qu'il devrait s'en produire environ 3 par siècle dans notre galaxie. La raison de cette absence apparente est simple. La plupart des supernovae se produisent dans des régions de la galaxie obscurcies par la poussière interstellaire, les rendant invisibles depuis notre position. Mais si Sirius explosait, rien ne pourrait masquer le spectacle. Sa proximité garantirait que l'événement serait impossible à manquer. Pour mieux comprendre la menace que représente Sirius, il est instructif de la comparer à d'autres systèmes similaires. Et il existe justement un jumeau quasi parfait de Sirius à une distance relativement proche sur les standards galactiques. Ce système s'appelle Ika Pégasi et il mérite notre attention. Ika Pégasi se trouve dans la constellation de Pégase, à environ 150 années-lumière de la Terre. C'est un système binaire composé, comme Sirius, d'une étoile de la séquence principale de type A et d'une naine blanche massive. L'étoile principale, Ika Pégasi A, a une masse d'environ 1,65 fois celle du Soleil, légèrement moins massive que Sirius A, mais dans la même catégorie. La naine blanche, Ika Pégasi B, pèse environ 1,15 masse solaire, légèrement plus que Sirius B. Les deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre avec une période de seulement 21,7 jours, à une distance moyenne d'environ 0,21 unités astronomiques, soit environ 31 millions de kilomètres. C'est beaucoup plus serré que Sirius, dont la séparation moyenne est d'environ 20 unités astronomiques. Cette proximité fait d'Ika Pégasi un cas d'école pour étudier ce qui pourrait arriver à Sirius dans le futur. Ika Pégasi A a une espérance de vie sur la séquence principale estimée à environ 2 à 3 milliards d'années. Avec un âge actuel compris entre 50 et 600 millions d'années, elle passera encore beaucoup de temps dans son état actuel avant de commencer à évoluer. Mais quand elle le fera,
Quand elle commencera à enfler en géante rouge, la naine blanche Ika Pégasi b sera là, prête à aspirer la matière de l'enveloppe en expansion de sa compagne. Les astronomes ont calculé qu'Ika Pégasi b est actuellement le candidat supernova connu le plus proche de la Terre. Quand Ika Pégasi a atteindra le stade de géante rouge et commencera à transférer de la masse, la naine blanche pourrait atteindre la limite de Chandrasekhar et exploser. Mais voici l'aspect rassurant de cette histoire. Ika Pégasi n'explosera probablement pas avant au moins 1,9 milliard d'années. Et d'ici là, le système aura bougé. Comme toutes les étoiles, Ika Pégasi se déplace à travers la galaxie avec sa propre vitesse particulière. Elle s'éloigne du Soleil à une vitesse d'environ 20,4 km par seconde. Cela équivaut à parcourir une année-lumière tous les 14 700 ans environ. En 5 millions d'années, Ika Pégasi se sera éloignée de plus de 500 années-lumière. Quand la naine blanche explosera finalement, elle sera probablement à plus de 1000 années-lumière de la Terre, bien au-delà de toute distance dangereuse. C'est une leçon importante. Les étoiles bougent. Les dangers cosmiques ne sont pas statiques. Ce qui est proche maintenant ne le sera peut-être plus dans le futur, et vice-versa. Mais qu'en est-il de Sirius? Se déplace-t-elle aussi? Oui. Et la réponse est à la fois rassurante et légèrement inquiétante. Sirius possède un mouvement propre important, l'un des plus grands parmi les étoiles brillantes. Elle se déplace dans le ciel à une vitesse ondulaire d'environ 1,3 secondes d'arc par an. Traduit en vitesse spatiale, Sirius se rapproche actuellement du système solaire à environ 7,6 km par seconde. Oui, vous avez bien entendu, Sirius se rapproche de nous. Dans environ 60 000 ans, elle atteindra son point le plus proche, à environ 7,8 années-lumière. À ce moment-là, elle sera encore plus brillante qu'aujourd'hui, atteignant une magnitude de moins 1,68. Coïncidence fascinante, à cette même époque, en raison de la précession de l'axe terrestre, Sirius deviendra l'étoile polaire sud, culminant à 1,6 degré du pôle céleste sud. Après avoir atteint ce minimum de distance, Sirius commencera à s'éloigner. Dans environ 210 000 ans, elle sera dépassée par Vega comme étoile la plus brillante du ciel nocturne. Mais même en s'éloignant, le système Sirius restera à une distance relativement proche pendant des millions d'années. Les calculs montrent que dans 500 millions d'années, quand Sirius A commencera probablement à évoluer en géante rouge, le système se trouvera toujours à moins de 20 années-lumière de nous. Dans 1 milliard d'années, elle pourrait être à environ 40 ou 50 années-lumière, toujours dangereusement proche si une explosion se produisait. Ce qui distingue Sirius d'Ika Pégasi, c'est donc le calendrier et la distance combinée. Ika Pégasi explosera dans un futur tellement lointain qu'elle sera devenue inoffensive. Sirius, en revanche, pourrait exploser alors qu'elle se trouve encore à portée de danger. C'est cette combinaison qui fait de Sirius une menace potentiellement sérieuse. Il existe un autre mystère concernant Sirius qui pourrait nous donner des indices sur son avenir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du Sirius rouge. Plusieurs textes anciens, notamment de Ptolémée, de Sénèque et d'autres auteurs gréco-romains, décrivent Sirius comme étant rouge. Ptolémée, dans son Almageste écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, classe Sirius parmi les étoiles rougeâtres, aux côtés de Mars et d'Antarès. D'autres observateurs de l'Antiquité font des descriptions similaires. Pourtant, aujourd'hui, Sirius est clairement blanc bleuté, pas rouge du tout. Ce changement apparent de couleur a intrigué les astronomes pendant des décennies. Comment une étoile peut-elle changer de couleur en seulement 2000 ans? Les étoiles évoluent sur des échelles de temps de millions ou de milliards d'années, pas de siècles. Plusieurs explications ont été proposées. Peut-être que les observations anciennes étaient simplement erronées ou symboliques. Peut-être que la turbulence atmosphérique, combinée au fait que Sirius se lève bas sur l'horizon, la faisait paraître rougeâtre à cause de l'effet de réfraction atmosphérique, similaire à celui qui rend le soleil rouge au coucher. Mais une explication plus intrigante a été suggérée. Et si le Sirius rouge des anciens n'était pas Sirius A, mais Sirius B? Rappelez-vous, Sirius B était autrefois une géante rouge. Elle a terminé cette phase il y a environ 120 millions d'années. Mais que se passerait-il si quelques restes de cette phase géante étaient encore visibles il y a 2000 ans? Certains astronomes ont proposé que Sirius B pourrait avoir traversé une phase inhabituelle de perte de masse tardive, éjectant une nébuleuse planétaire qui aurait pu rendre le système entier rougeâtre pendant quelques siècles ou millénaires. Une théorie alternative, encore plus fascinante, suggère que nous avons peut-être observé un épisode de transfert de masse. Et si, il y a quelques milliers d'années, Sirius B capturait déjà de la matière de Sirius A, un disque d'accrétion actif, chauffé par la friction et brillant d'une lueur rougeâtre, aurait pu dominer la lumière combinée du système vu de loin. Cette idée est séduisante, car elle suggère que le processus de transfert de masse,
et donc le compte à rebours vers une potentielle supernova pourrait avoir déjà commencé de manière intermittente. Des calculs effectués par certains chercheurs ont estimé que si un tel transfert de masse avait eu lieu dans l'Antiquité, le taux devait être d'environ 0,0021 masses solaires par an, un taux relativement élevé. À ce rythme, il faudrait environ 20 000 ans pour transférer la masse nécessaire pour déclencher une supernova. Bien sûr, cette théorie reste hautement spéculative. Nous n'avons aucune preuve directe d'un tel transfert de masse dans le passé récent de Sirius, mais elle illustre combien nous avons encore à apprendre sur ce système apparemment familier. Alors, pouvons-nous détecter les signes avant-coureurs d'une explosion imminente de Sirius B ? La réponse est à la fois encourageante et frustrante. Oui, en théorie, nous pourrions repérer certains indices. Mais en pratique, les délais d'avertissement pourraient être désespérément courts à l'échelle humaine. Le premier signe viendrait probablement de Sirius A elle-même. Quand elle commencera à épuiser l'hydrogène de son cœur, des changements subtils apparaîtront dans son spectre. Les raies d'absorption caractéristiques de l'hydrogène s'affaibliront légèrement. De nouvelles raies, correspondant à des éléments plus lourds, commenceront à émerger, alors que les produits de fusion nucléaire remontent vers la surface. La température effective de l'étoile fluctuera. Ces changements seraient détectables avec les spectroscopes modernes, mais ils précéderaient l'expansion en géante rouge de plusieurs millions d'années. C'est un avertissement à très long terme, utile pour les civilisations futures, mais pas vraiment actionnable pour nous. Ensuite, quand Sirius A commencera réellement à enfler, le changement deviendra évident même pour un observateur occasionnel. L'étoile deviendrait visiblement plus rouge à mesure que sa surface se refroidit et s'étend. Sa magnitude apparente changerait également. Une géante rouge de la masse de Sirius A serait probablement encore plus brillante que l'étoile actuelle, mais avec une couleur orangée au lieu du blanc-bleu actuel. Imaginez voir Sirius passer du blanc éclatant à une teinte cuivrée sur quelques dizaines de milliers d'années. Pour nos descendants, ce serait un signal clair que quelque chose d'important se prépare. Une fois le transfert de masse commencé, d'autres signes deviendraient détectables. Un disque d'accrétion actif autour de Sirius B émettrait fortement dans les rayons X. Les télescopes à rayons X en orbite détecteraient facilement cette émission, révélant que la naine blanche capte activement de la matière de sa compagne. La luminosité dans les rayons X augmenterait progressivement à mesure que le taux de transfert de masse s'intensifie. Des éruptions périodiques pourraient se produire, des mini-novées, causées par l'ignition explosive de couches d'hydrogène accumulées à la surface de la naine blanche. Chacune de ces éruptions serait visible comme un brusque accroissement de luminosité du système, peut-être suffisant pour doubler ou tripler l'éclat apparent de Sirius pendant quelques jours ou semaines. Ces novae récurrentes seraient en fait un bon signe paradoxalement. Elles indiqueraient que Sirius B peine à retenir toute la matière qu'elle accrète, qu'elle en éjecte une partie à chaque éruption. Cela ralentirait son accumulation de masse et retarderait le moment fatidique de l'explosion. En revanche, une absence totale de novae, combinée à une émission X croissante et stable, suggérerait une accrétion efficace. Un scénario beaucoup plus inquiétant, car il signifierait que la naine blanche se rapproche inexorablement de la limite de Chandrasekhar. Les astronomes pourraient également surveiller les variations de vitesse radiale du système. À mesure que Sirius A perd de la masse et que Sirius B en gagne, l'orbite du système changerait. La période orbitale pourrait se raccourcir si la matière transférée conserve suffisamment de moments angulaires, ou s'allonger si une partie importante de la masse est éjectée du système. Ces changements orbitaux seraient mesurables avec une précision extrême grâce à l'astrométrie moderne et à la spectroscopie à haute résolution. Mais voici le problème crucial. Même avec tous ces signes avant-coureurs, nous ne pourrions probablement prédire le moment exact de l'explosion qu'avec une incertitude de plusieurs milliers d'années au mieux. Les processus physiques qui déclenchent la détonation finale d'une naine blanche sont complexes et dépendent de détails que nous ne pouvons pas observer directement. La structure interne précise de la naine blanche, la composition exacte des couches accrétées, la présence ou l'absence de champs magnétiques puissants, et ainsi de suite. Nous saurions que l'explosion est inévitable, que Sirius B approche dangereusement de la masse critique. Mais déterminer si elle explosera dans 1000 ans ou dans 100 000 ans resterait au-delà de nos capacités prédictives. Cette incertitude pose un dilemme fascinant pour toute civilisation confrontée à une telle menace. Comment planifier pour un danger qui arrivera certainement, mais dont le moment précis est impossible à déterminer ? Investit-on des ressources massives dans des mesures de protection qui pourraient ne pas être nécessaires avant des millénaires ? Ou accepte-t-on le risque et espère-t-on avoir de la chance ? C'est le genre de questions éthiques et pratiques
qui défie notre compréhension habituelle de la gestion des risques. Le débat scientifique autour du danger réel que représente Sirius illustre parfaitement ces incertitudes et révèle à quel point notre compréhension de l'évolution stellaire reste incomplète malgré des décennies de progrès. La communauté astronomique est divisée en plusieurs camps, chacun avec des arguments convaincants qui méritent une attention sérieuse. D'un côté, les optimistes soutiennent que Sirius B n'explosera probablement jamais, du moins pas dans un scénario menaçant pour la Terre. Leur raisonnement repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Premièrement, la séparation orbitale entre Sirius A et Sirius B est relativement grande, environ 20 unités astronomiques en moyenne. Pour mettre cela en perspective, c'est approximativement la distance entre le Soleil et Uranus. Quand Sirius A deviendra une géante rouge, son rayon maximal atteindra probablement entre 50 et 100 fois le rayon du Soleil, soit environ 0,23 à 0,46 unités astronomiques. C'est bien en deçà de la distance qui la sépare de Sirius B. Le transfert de masse par débordement du lobe de roche, le mécanisme classique dans les systèmes binaires serrés où une étoile devient si grande qu'elle déborde littéralement sa zone d'influence gravitationnelle, ne se produirait donc pas dans le système Sirius. Les optimistes s'appuient également sur des observations de systèmes binaires larges similaires à travers la galaxie. Dans la plupart de ces systèmes, quand l'étoile plus massive devient une géante rouge, elle perd sa masse principalement dans l'espace interstellaire plutôt que de la transférer à son compagnon. Le vent stellaire, bien que massif en termes absolus, pouvant représenter jusqu'à 70% de la masse totale de l'étoile, est dilué sur une sphère en expansion. À une distance de 20 unités astronomiques, la densité de ce vent devient extrêmement faible. Selon les calculs les plus conservateurs, Sirius B ne pourrait capturer que quelques pourcents de ce flux de matière, peut-être même moins d'1% selon certains modèles. Il existe aussi un facteur crucial que les optimistes aiment souligner, la vitesse du vent stellaire. Les vents de géantes rouges typiques s'échappent à des vitesses comprises entre 10 et 30 km par seconde. À ces vitesses, la matière passe devant Sirius B trop rapidement pour être capturée efficacement. C'est un peu comme essayer d'attraper des gouttes d'eau d'un tuyau d'arrosage puissant avec un petit seau. La plupart de l'eau passera à côté, et seule une fraction infime finira dans le seau. Pour que la capture soit vraiment efficace, le vent devrait être lent, peut-être seulement quelques kilomètres par seconde. Mais les observations de géantes rouges de masse comparable à Sirius A suggèrent que des vitesses de vent aussi faibles sont rares. Au lieu de cela, Sirius A perdrait sa masse principalement par un vent stellaire, un flux de particules s'échappant de sa surface dans toutes les directions. Sirius B pourrait capturer une fraction de ce vent, mais l'efficacité de capture dans une configuration aussi large serait faible, peut-être seulement quelques pourcents du total. Selon certains calculs, même en tenant compte de tout le vent stellaire émis par Sirius A pendant sa phase de géante rouge, Sirius B n'accumulerait que 0,1 à 0,2 masses solaires, insuffisant pour atteindre la limite de Chandrasekhar. De plus, argumentent les optimistes, même si Sirius B capturait suffisamment de matière, il existe un mécanisme de soupape de sécurité. L'hydrogène s'accumulant à la surface de la naine blanche pourrait s'enflammer périodiquement en novae classique. Chaque explosion éjecterait non seulement l'hydrogène nouvellement accrété, mais également une partie de la masse de la naine blanche elle-même. Des études de systèmes similaires, comme RS Ophiuchi ou T Coronae Borealis, montrent que les novae récurrentes peuvent effectivement empêcher une naine blanche d'atteindre la masse critique. Dans certains cas, la naine blanche perd même progressivement de la masse au fil du temps plutôt que d'en gagner. Les pessimistes, en revanche, pointent vers des scénarios plus inquiétants qui remettent en question chacune de ces hypothèses rassurantes. Ils notent tout d'abord que nos modèles de vent stellaire et de capture de masse dans les systèmes binaires larges comportent encore d'importantes incertitudes qui pourraient fausser nos prédictions dans un sens ou dans l'autre. La vitesse du vent stellaire, cruciale pour déterminer l'efficacité de capture, dépend de nombreux facteurs mal compris. La composition chimique de l'étoile, la présence de pulsations dans son enveloppe, la structure de son champ magnétique s'il existe, et même l'influence subtile du compagnon binaire lui-même. Des observations récentes de certaines géantes rouges ont révélé des vents beaucoup plus lents et plus denses que prévu, des vents qui ressemblent davantage à une brise cosmique qu'à une tempête. Si Sirius A développait un tel vent, la fraction capturée par Sirius B pourrait être significativement plus élevée que les quelques pourcents envisagés par les modèles standards. Certains calculs pessimistes suggèrent que dans des conditions favorables, jusqu'à 10 ou 20% de la masse perdue par Sirius A pourrait finir par s'accumuler sur Sirius B. Sur une période de plusieurs dizaines de millions d'années, cela pourrait représenter suffisamment de matière
pour pousser la naine blanche au-delà du point de non-retour. De plus, les pessimistes soulignent que la présence de champs magnétiques pourrait dramatiquement changer la donne. Si Sirius A développe un champ magnétique fort pendant sa phase de géante rouge, ce qui est possible car de nombreuses géantes rouges montrent des signes d'activité magnétique, ce champ pourrait canaliser le vent stellaire en structure filamentaire. Ces filaments de matière magnétisée pourraient être dirigés préférentiellement vers Sirius B, augmentant artificiellement le taux de capture. De même, si Sirius B possède son propre champ magnétique, ce qui n'est pas impossible pour une naine blanche jeune et chaude, ce champ pourrait agir comme un entonnoir gravitationnel et magnétique, attirant la matière du vent avec une efficacité bien supérieure à celle prédite par la simple gravitation. Un argument particulièrement troublant des pessimistes concerne le mécanisme de double détonation mentionné précédemment. Même si Sirius B ne reçoit qu'une quantité modérée d'hydrogène, disons seulement 0,1 ou 0,2 masse solaire sur toute la durée de la phase géante rouge de Sirius A, celui-ci sera progressivement converti en hélium par fusion à la surface de la naine blanche. La température à la surface d'une naine blanche de la masse de Sirius B atteint des dizaines de milliers de degrés, largement suffisant pour que l'hydrogène s'embrase et fusionne en hélium dans une sorte de combustion lente et continue. Au fil du temps, des millions d'années peut-être, une couche d'hélium de plus en plus épaisse s'accumulera juste sous la fine pellicule d'hydrogène à la surface. Si cette couche atteint une masse critique, estimée à seulement quelques centièmes de masse solaire selon les simulations les plus récentes, elle pourrait détonner indépendamment sous son propre poids. Imaginez une bombe à retardement microscopique, mais incroyablement puissante, construite atome par atome sur des millions d'années. Quand la pression et la température au fond de la couche d'hélium atteignent le point critique, la fusion de l'hélium s'enflamme. En une fraction de seconde, une flamme thermonucléaire parcourt toute la couche, libérant une énergie colossale. Cette première détonation de la couche d'hélium créerait ensuite une onde de choc qui se propagerait vers l'intérieur, plongeant dans le cœur profond de carbone et oxygène de la naine blanche. Quand cette onde de choc converge vers le centre, elle comprime le matériau du cœur de manière si brutale et si rapide que la température locale monte en flèche. Si la compression est suffisante, et les simulations suggèrent qu'elle pourrait l'être, le carbone et l'oxygène s'enflammeront à leur tour. Une seconde détonation, encore plus puissante que la première, consumera alors le reste de l'étoile, même si la masse totale de la naine blanche se trouve encore bien en dessous de la fameuse limite de Chandrasekhar. Ce scénario de double détonation a été confirmé observationnellement de manière spectaculaire en 2025, grâce aux observations du résidu de supernova SNR 0509-67.5 dans le Grand Nuage de Magellan. Les astronomes, utilisant le Very Large Telescope et son instrument MUSE, ont détecté 2 couches distinctes de calcium dans le rémanent, séparées par des coquilles de soufre et de silicium. Cette structure en pelure d'oignon est exactement la signature attendue d'une explosion en 2 temps. D'abord la détonation périphérique de l'hélium, puis la détonation centrale du carbone-oxygène. Cette découverte a radicalement changé notre compréhension des supernovées de type 1A. Elle suggère qu'une naine blanche peut exploser avec une masse bien inférieure à ce que nous pensions nécessaire, peut-être aussi basse que 1,0 ou 1,1 masse solaire dans certaines circonstances. Pour Sirius B, actuellement à 1,02 masse solaire, cela signifie qu'elle pourrait n'avoir besoin d'accumuler qu'une infime fraction de masse supplémentaire, peut-être seulement quelques centièmes de masse solaire d'hélium, pour déclencher une explosion. C'est un seuil beaucoup plus facile à atteindre que la limite de Chandrasekhar de 1,44 masse solaire. Même avec un taux de capture très modeste de la matière éjectée par Sirius A, ce seuil pourrait être franchi. Il existe également un camp intermédiaire, peut-être le plus pragmatique. Ces scientifiques reconnaissent que nous ne pouvons tout simplement pas prédire avec certitude ce qui arrivera à Sirius. Les incertitudes dans nos modèles sont trop grandes. Mais ils soulignent que le risque, même s'il est incertain, mérite d'être pris au sérieux. Une probabilité de 10 ou 20% qu'une supernova se produise à 8 années-lumière dans les prochains 500 millions à 1 milliard d'années n'est pas négligeable. C'est le genre de risque à faible probabilité, mais à conséquences extrêmes, que toute civilisation prudente devrait surveiller. Cette approche intermédiaire met l'accent sur l'observation continue et l'amélioration de nos modèles. Chaque nouvelle génération de télescopes nous permet de mieux caractériser Sirius. Les satellites comme Gaia mesurent les positions et mouvements des étoiles avec une précision inégalée. Les télescopes à rayons X comme Chandra peuvent détecter des émissions, même très faibles, provenant du système. Les spectrographes à haute résolution
analyse la composition chimique et les champs magnétiques. Toutes ces données nous permettent d'affiner constamment notre compréhension de Sirius et de son évolution probable. Pour placer Sirius dans un contexte plus large et vraiment saisir l'ampleur relative de cette menace, comparons-la méthodiquement à d'autres dangers cosmiques qui planent au-dessus de notre planète. L'univers, aussi magnifique soit-il, regorge de phénomènes capables d'anéantir ou de gravement perturber la vie telle que nous la connaissons. Les impacts d'astéroïdes et de comètes sont probablement les menaces cosmiques les plus connues du grand public, en grande partie grâce à Hollywood et à l'extinction dramatique des dinosaures il y a 66 millions d'années. Un astéroïde de 10 km de diamètre, comme celui qui a frappé la péninsule du Yucatan et créé le cratère de Chicxulub, libère une énergie équivalente à environ 100 millions de mégatonnes de TNT, soit environ 2 milliards de fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. L'impact initial vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches, projetant une quantité phénoménale de débris dans l'atmosphère. Des tremblements de terre cataclysmiques secouent la planète entière. Des tsunamis de centaines de mètres de haut balayent les côtes. Et surtout, la poussière et les aérosols obscurcissent le soleil pendant des mois ou des années, provoquant un hiver d'impact qui fait s'effondrer les chaînes alimentaires mondiales. Ces impacts majeurs se produisent en moyenne tous les 100 millions d'années environ, selon les meilleures estimations, basées sur les cratères d'impact connus et sur les populations d'astéroïdes géocroiseurs. C'est un risque réel et mesurable, bien plus imminent sur des échelles de temps humaines qu'une explosion de Sirius. Mais, et c'est crucial, les impacts sont au moins en principe évitables. Nous pouvons détecter les astéroïdes potentiellement dangereux des décennies ou des siècles à l'avance grâce au programme de surveillance du ciel. Des projets comme le Near Earth Object Observation Programme de la NASA cataloguent systématiquement les astéroïdes qui croisent l'orbite terrestre. Une fois un objet menaçant identifié, nous pourrions développer des technologies pour dévier sa trajectoire, que ce soit par percussion cinétique, comme l'a démontré la mission DART en 2022, par tracteur gravitationnel, ou même par des explosions nucléaires soigneusement calibrées si nécessaire. Les éruptions volcaniques supermassives constituent une autre menace terrestre, mais avec des implications cosmiques. Une éruption de supervolcans, comme celle du Toba à Sumatra il y a 74 000 ans, ou celle du Yellowstone il y a environ 640 000 ans, pourrait éjecter des milliers de kilomètres cubes de matière dans l'atmosphère. L'éruption du Toba en particulier a peut-être libéré environ 2800 km3 de matière, créant un nuage de cendres et d'aérosols sulfuriques qui a enveloppé la planète pendant des années. Les températures mondiales ont chuté de plusieurs degrés, déclenchant un hiver volcanique qui a stressé la vie sur Terre, au point que certains chercheurs pensent que la population humaine aurait pu être réduite à seulement quelques milliers d'individus, créant un goulot d'étranglement génétique dont nous portons encore les traces dans notre ADN. Mais là encore, contrairement à une supernova, nous pourrions avoir des signes précurseurs. Les supervolcans ne sont pas des événements instantanés. Ils nécessitent l'accumulation de vastes chambres magmatiques sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Avant une éruption majeure, il y aurait des signes, une augmentation de l'activité sismique, un soulèvement du sol mesurable par GPS et radar, des changements dans les émissions de gaz, des modifications dans les sources chaudes et geysers. Avec une surveillance adéquate, nous pourrions avoir des années ou des décennies d'avertissement, suffisamment de temps pour au moins tenter d'évacuer les zones les plus dangereuses et de stocker des ressources pour survivre à l'hiver volcanique subséquent. Les inversions du champ magnétique terrestre représentent un danger plus subtil, mais potentiellement sérieux. Le champ magnétique de notre planète, généré par les mouvements du fer liquide dans le noyau externe, s'est inversé de nombreuses fois au cours de l'histoire géologique. Pendant une inversion, le champ s'affaiblit considérablement, peut-être jusqu'à 10% de sa force normale, avant de se reconstituer avec les pôles échangés. Cette période d'affaiblissement pourrait durer plusieurs milliers d'années. Sans un champ magnétique fort pour dévier les particules chargées du vent solaire et des rayons cosmiques, la Terre serait plus exposée aux radiations spatiales. L'atmosphère supérieure pourrait être érodée, lentement mais inexorablement, comme cela s'est produit sur Mars, qui a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années. Les êtres vivants à la surface seraient exposés à des niveaux accrus de radiation. Cependant, les preuves fossiles suggèrent qu'aucune extinction de masse n'est directement liée aux inversions magnétiques passées. La vie semble avoir survécu à ces événements, bien qu'il puisse y avoir eu des stress écologiques que nous ne détectons pas encore dans les archives géologiques. De plus, une inversion prend des millénaires, laissant potentiellement à la civilisation le temps de s'adapter, peut-être en construisant des infrastructures souterraines ou en développant des technologies de boucliers magnétiques artificiels.
Les sursauts gamma, en revanche, représentent peut-être la menace la plus terrifiante de toutes. Ces jets de rayonnement ultra-énergétique sont émis lors de certaines supernovas extrêmement massives, appelées hypernovas, ou lors de la fusion d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Un sursaut gamma typique libère en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en émettra pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Mais contrairement à une supernova normale qui rayonne son énergie dans toutes les directions, un sursaut gamma concentre une fraction significative de son énergie dans deux jets étroits, comme les faisceaux d'un phare cosmique, pointant le long de l'axe de rotation de l'étoile qui s'effondre. Si un de ces jets était pointé directement vers la Terre, les conséquences seraient apocalyptiques, même à des distances de plusieurs milliers d'années-lumière. L'intensité du rayonnement gamma serait telle qu'il pourrait détruire la couche d'ozone presque instantanément, en quelques dizaines de secondes. Les photons gamma interagiraient avec les atomes d'azote et d'oxygène dans l'atmosphère, créant une cascade de réactions qui produirait des oxydes d'azote en quantité massive. En quelques heures, la stratosphère serait saturée de ces composés destructeurs d'ozone. Dans les jours suivants, jusqu'à 90% ou plus de la couche d'ozone pourrait disparaître. Le rayonnement ultraviolet du Soleil atteindrait alors la surface sans filtre. Toute vie exposée à la lumière directe du Soleil subirait des dommages ADN massifs. Le plancton océanique, qui produit environ la moitié de l'oxygène de notre planète, serait décimé dans les couches superficielles illuminées. La base de la chaîne alimentaire marine s'effondrerait. Sur Terre, les plantes sans protection UV équivalente mourraient ou seraient gravement stressées. La production alimentaire mondiale s'effondrerait. Des milliards d'êtres humains pourraient mourir de famine dans les années suivant l'événement. Ce serait une extinction de masse de niveau comparable à celle de la fin du Permien, la plus grande extinction de l'histoire de la vie sur Terre, qui a anéanti environ 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres il y a 252 millions d'années. Heureusement, les sursauts gamma sont extrêmement rares dans notre galaxie, peut-être un tous les 100 000 à 1 million d'années, et leur faisceau est étroit, seulement quelques degrés d'angle solide. La probabilité géométrique qu'un tel faisceau soit pointé précisément vers la Terre est donc infime, peut-être une chance sur 1000 ou moins pour chaque sursaut. De plus, les étoiles assez massives pour produire des sursauts gamma sont rares et ont des durées de vie courtes, seulement quelques millions d'années. Il n'existe actuellement aucune candidate connue suffisamment proche de nous pour représenter un danger imminent. L'étoile la plus souvent citée comme menace potentielle de sursaut gamma est WR104, un système binaire d'étoiles de Wolf-Rayet situé à environ 8000 années-lumière. Mais même à cette distance relativement grande, et même si son axe de rotation était aligné avec nous, ce qui n'est pas certain, l'événement serait spectaculaire, mais probablement pas cataclysmique. Comparé à tous ces dangers, une supernova de type 1 à la distance de Sirius se situe quelque part au milieu du spectre en termes de gravité et de probabilité. Elle ne causerait probablement pas l'extinction totale de l'humanité, contrairement à un sursaut gamma direct ou à un impact d'astéroïdes géants. Mais elle serait certainement plus dévastatrice qu'une éruption volcanique majeure ou qu'une inversion magnétique. Elle détruirait une grande partie de la couche d'ozone, perturberait les écosystèmes pendant des décennies ou des siècles, provoquerait des famines massives et déstabiliserait potentiellement la civilisation globale. En termes de probabilité, elle est beaucoup moins imminente qu'un impact d'astéroïdes significatif, mais beaucoup plus probable qu'un sursaut gamma direct. Et contrairement aux astéroïdes, nous ne pouvons rien faire pour l'empêcher. Nous ne pouvons ni dévier une étoile, ni arrêter les processus nucléaires à l'intérieur d'une naine blanche. Cette impuissance face aux dangers cosmiques soulève des questions philosophiques profondes. Comment une civilisation devrait-elle réagir face à une menace inévitable mais lointaine ? La réponse dépend probablement de l'échelle de temps. Si nous savions avec certitude que Sirius B explosera dans 1000 ans, nous pourrions envisager des mesures actives. Peut-être construire des abris souterrains massifs pour protéger les populations pendant la période la plus dangereuse. Peut-être développer des technologies pour ensemencer artificiellement l'atmosphère avec de l'ozone après l'événement. Peut-être même envisager la colonisation d'autres mondes comme police d'assurance pour l'espèce. Mais si l'explosion ne surviendra que dans 500 millions d'années, la situation change radicalement. À cette échelle de temps, l'humanité telle que nous la connaissons n'existera probablement plus. L'évolution biologique aura transformé notre espèce en quelque chose de différent, où nous aurons évolué technologiquement au point de devenir une civilisation post-humaine, peut-être capable de voyager entre les étoiles, peut-être même capable d'influencer l'évolution stellaire elle-même. Dans ce contexte, Sirius devient davantage un problème pour nos descendants lointains que pour nous-mêmes. Néanmoins,
Les technologies que nous développons aujourd'hui pour surveiller Sirius pourraient avoir des applications bien au-delà de ce système particulier. Les mêmes télescopes et instruments qui étudient Sirius peuvent également détecter d'autres menaces cosmiques. Chaque amélioration de notre capacité à caractériser les étoiles binaires, à modéliser l'évolution stellaire, à prédire les explosions de supernovae, nous rend un peu plus capables de comprendre et peut-être de nous préparer aux dangers de l'univers. Les missions spatiales futures promettent des avancées spectaculaires dans ce domaine. Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité infrarouge extraordinaire, peut analyser les atmosphères des géantes rouges dans des détails sans précédent, nous permettant de mieux comprendre les vents stellaires et les taux de perte de masse. Les futurs télescopes terrestres géants, comme l'Extremely Large Telescope européen ou le 30-meter Telescope, auront la résolution nécessaire pour peut-être détecter directement des disques d'accrétion autour de naines blanches dans des systèmes proches comme Sirius. Les satellites d'astrométrie de nouvelle génération mesureront les mouvements orbitaux avec une précision telle que nous pourrons détecter les plus infimes changements causés par le transfert de masse. Et puis, il y a l'intelligence artificielle et les simulations informatiques. Les modèles numériques de l'évolution stellaire deviennent de plus en plus sophistiqués. Avec la puissance de calcul croissante et les algorithmes d'apprentissage automatique, nous pourrons bientôt simuler l'histoire complète d'un système binaire comme Sirius avec un niveau de détail époustouflant. Ces simulations pourraient révéler des subtilités que nos modèles analytiques simplifiés manquent actuellement, peut-être découvrant de nouveaux mécanismes qui rendent l'explosion plus ou moins probable que nous le pensons. Alors, que devrions-nous conclure sur Sirius ? Cette étoile brillante qui a illuminé nos nuits depuis l'aube de l'humanité, qui a guidé les navigateurs et inspiré les mythes, cache-t-elle vraiment un danger mortel ? La réponse honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Sirius B pourrait exploser un jour en supernova, ou elle pourrait rester une naine blanche inoffensive pour l'éternité. Les probabilités penchent quelque part entre les deux extrêmes. Un risque réel mais pas imminent, une menace lointaine mais pas impossible. Ce qui est certain, c'est que Sirius continuera à fasciner les scientifiques. Chaque observation, chaque nouvelle donnée, nous rapproche d'une compréhension plus profonde de ce système remarquable. Et cette quête de connaissances a une valeur qui transcende la simple évaluation des risques. En étudiant Sirius, nous apprenons comment les étoiles vivent et meurent. Nous découvrons les lois fondamentales qui gouvernent l'univers. Nous développons les outils et les technologies qui pourraient un jour nous permettre de devenir une espèce véritablement interstellaire. La prochaine fois que vous regarderez le ciel d'hiver et que vous verrez Sirius scintiller au-dessus de l'horizon, vous saurez que vous contemplez bien plus qu'une simple étoile brillante. Vous observez un laboratoire cosmique, un système binaire complexe où se joue un drame qui pourrait culminer, dans un avenir lointain, en l'une des explosions les plus spectaculaires jamais vues de la Terre. Vous admirez un rappel à la fois de la beauté de l'univers et de sa puissance terrible. Et vous contemplez un défi pour les générations futures, une énigme stellaire dont la résolution pourrait déterminer le destin même de la vie sur notre planète. Si vous avez apprécié cette exploration des mystères de Sirius, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures découvertes cosmiques. Car l'univers regorge de secrets, et nous continuerons à les révéler, une étoile à la fois.